Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec André Raymond. Natif de Loretteville dans le Témiscamingue, André Raymond a entrepris des études collégiales en lettres. Après avoir œuvré dans plusieurs domaines, il devient président régional de Radio-Québec pour la région du Témiscamingue entre 1980 et 1983. C'est en 2001 qu'il s'établit en Outaouais et devient directeur général d'Entraide Deuil Outaouais en 2003. André Raymond, merci d'accepter notre invitation. Dans la mini-biographie, on disait que vous êtes le directeur général d'Entraide Deuil de l'Outaouais. Évidemment, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Mais si on prenait quelques secondes pour expliquer qu'est-ce que cet organisme-là exactement? Bien, c'est un organisme qui veut fournir du soutien, de l'entraide aux personnes endeuillées à la suite d'un décès. On va prendre le deuil dans sa globalité, avant le deuil et pendant le deuil et après le deuil. Donc, c'est principalement et c'est ça. partout en Outaouais. On a des groupes ici même, là, dans le secteur Buckingham, mais en même un petit peu partout dans la ville. Donc, on part du début, on part de Loretteville au Témiscamingue. Vous êtes le 10e enfant d'une famille de 13. Donc, même à cette époque-là, c'était pas la norme d'avoir des aussi grosses familles que ça. Comment ça se passait à la maison chez vous? Bien, évidemment, ma mère a eu 13 enfants. On a été la plupart du temps 11. Mais évidemment, il y a eu un bout là, où les plus vieux partaient quand les plus jeunes grandissaient. Il y a toujours eu à peu près 1 an et 3-4 mois entre chaque enfant. Ma mère, à la blague, mon père lui disait « Moi, en bas de 12 enfants, je trouve que ça ne vaut pas la peine. » Mais c'est effectivement ce qui s'est produit. Fait que, oui, c'était intéressant. C'était de prendre sa place à travers tous les membres de la famille. Moi, j'étais comme le 4e des derniers parce qu'il y avait un entre moi et ma sœur qui est décédé. Fait qu'il y avait comme un îlot, si on peut dire, des plus jeunes. Voilà. Donc, une famille de 13 enfants, mais une famille où il y a beaucoup d'importance qui est apportée à l'éducation. D'une part, votre père est directeur de l'école où vous alliez. Une de vos sœurs qui vous enseignait, votre frère qui vous enseignait. Quelle importance on mettait justement sur l'éducation chez vous? Bien, c'était... au départ, mon père a été adopté et puis sa tante, qui avait une certaine richesse, a dit tu vas avoir ce que tu veux, mais il y a une chose que tu ne peux pas passer à côté, c'est l'éducation. Fait que là, elle l'a obligé à suivre son cours classique et tout ça là, pour pouvoir devenir enseignant. Il a été enseignant la majeure partie de sa vie et c'est plus dans les dernières années qu'il a été directeur, et dont mon directeur à un moment donné. Qu'est-ce que ça fait pour un jeune de se retrouver et d'avoir son père comme directeur d'école? Ça ne doit pas être quelque chose là, qu'on vit très facilement, j'ai envie de dire. Bien, c'est sûr qu'il y a une certaine pression. Les enfants du maître Raymond, ils devaient être des enfants assez exemplaires. Donc, la discipline était une chose très importante pour mon père. Puis, qu'on ne se ramasse pas dans le trouble, ça, c'était une chose. Au niveau de l'éducation, bien évidemment, on s'efforçait de travailler pour avoir des bonnes notes et tout ça, là, parce que c'était comme inculqué, pas nécessairement juste pour lui faire plaisir, mais plus parce que c'était important. On avait cette culture-là. Les enfants de la famille Raymond n'ont pas dû faire les coins ronds pour faire les devoirs. J'imagine qu'on a dû avoir suffisamment de pression pour les faire correctement. Oui, c'est ça. Puis, comme tu disais tantôt, l'éducation est importante. Il y en a 5 ou 6 des frères et sœurs qui sont en éducation, puis il y a des neveux et nièces qui sont en éducation aussi. Fait que ça a vraiment eu une importance. Vous avez fait le choix d'aller étudier en lettres. On parle au cégep, au niveau collégial, vous avez étudié en lettres. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette voie-là? Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui écrivait beaucoup. Oui, bien, au départ, justement, là, quand j'étais à la fin du primaire, la 7e année, dans ce temps-là, qui existait, et puis, on avait un prof qui était... on avait toujours le dictionnaire sur le coin du bureau et qui nous faisait des compétitions de synonymes, d'homonymes, puis tout ça. Et donc, il fallait vraiment s'efforcer d'avoir une bonne qualité de français et puis avoir aussi un large vocabulaire. Donc,
c'est là, je pense, que j'ai eu le goût du français et je suis toujours reconnaissant à ce prof-là de m'avoir inculqué ça. Vos années de cégep, vos années collégiales ont été marquées par un deuil qui est venu je pense, vous frapper directement en plein visage. Un de vos colocs là, qui est décédé pendant les années d'études. Oui, effectivement. À la fin de la première année, on avait décidé, 3 des 4 colocs, de continuer à vivre dans une maison louée au Témiscamingue. Et lui, il a eu un accident d'auto. Ça a été très difficile à prendre. Il y a eu comme vraiment... ça a été, je pense, c'était mon premier deuil qui m'a marqué peut-être plus que celui de mon père, qui était comme peut-être 2 ou 3 ans. Peut-être c'était aussi un cumul. Là. Tu me fais penser que c'est peut-être un cumul que là, ça a vraiment sorti. Fait que ça a été une année de recherche. Qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de faire? Puis là, je suis allé passer 1 an, 9 mois à Windsor, Ontario. Le temps de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Et donc là, j'ai vu, non, je ne veux pas vivre dans un milieu anglophone, je veux vivre dans un milieu francophone. Et je suis revenu au Québec. Je suis allé passer peut-être 4-5 mois chez ma sœur, le temps de vraiment savoir qu'est-ce que j'ai le goût de faire, où je veux retourner. Puis finalement, je suis retourné en lettres au cégep. Donc, à ce moment-là, un deuil. Est-ce qu'il y avait du support? Est-ce qu'autour de vous, il y a eu des gens qui vous ont supporté? Est-ce qu'il y avait des organismes comme Entraide deuil de l'Outaouais qui pouvaient vous supporter? Pas dans ma région. Je pense que ça doit être peut-être depuis une quinzaine d'années, je dirais, dans la région du Témiscamingue qui offre des services. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler avant. Évidemment, les communautés sont plus petites, donc il y avait un certain soutien. Puis entre amis aussi, on se supportait. Mais comme organisme, je pense, en tout cas, je n'en ai pas entendu parler dans ce temps-là. Vous parlez de votre passage à Windsor. 9 mois, vous étiez directeur d'une usine. En fait, vous travailliez en usine à ce moment-là. Et vous vous êtes aperçu que c'est pas non seulement le milieu anglophone, mais c'est pas non plus le genre de travail que vous vouliez faire. Bien, de toute façon, moi, je suis quand même assez manuel. Dans cette usine-là, c'était une usine de convoyeur, donc de la soudure au début. Mais comme j'avais fait ma première session au cégep, c'était en électrotechnique. Il y avait donc des cours de lecture de plans. Et puis, moi, je leur ai dit, je suis intéressé. Fait que j'ai commencé tout de suite à prendre des formations en entreprise sur la lecture de plans pour pouvoir assembler des convoyeurs. Quand vous revenez au Témiscamingue, vous vous impliquez de façon assez importante quand on regarde la liste de tous les endroits où vous avez œuvré, beaucoup comme bénévole, entre autres au niveau des sociétés d'histoire, Société d'histoire du Témiscamingue, l'Office du tourisme aussi, vous étiez directeur d'un site historique. Pourquoi ce besoin-là de vous impliquer à ce point-là, M. Raymond? Bien, en fait, il y avait des choses dans ce que tu dis qui ont été un emploi. J'étais bénévole à la Société d'histoire, mais j'étais directeur du site historique du Théâtre Draper à Anglier. Et puis, j'ai aussi été actif dans le mouvement Action Chômage, dans le mouvement Antipollution. Et puis, de façon générale, quand moi je m'implique toujours à fond. Et puis, donc, c'est ça. Puis, c'est un petit peu comme ça là, que je me suis impliqué. Il y a eu Radio-Québec aussi. On se souvient qu'il est maintenant Télé-Québec, mais en 1983, de 80 à 83, vous êtes le président de la région du Témiscamingue. D'abord, comment c'est arrivé dans votre vie de vous impliquer à Radio-Québec? Bien, j'étais président du regroupement des mouvements populaires dans cette époque-là. Et puis, après ça, c'est devenu le regroupement populaire du Témiscamingue. Et les organismes étaient invités à suggérer des noms. Et moi, on m'a recommandé. Donc, j'étais sur le comité provisoire d'implantation en 1979. Et quand ça s'est vraiment implanté, on m'a nommé à 24 ans président. J'étais le plus jeune dans le comité régional. Mais à la même époque, vous êtes devenu père en 1980 et vous êtes au chômage à ce moment-là. Ce qui n'est pas nécessairement évident, j'imagine, quand on a un jeune enfant de se retrouver au chômage, mais votre épouse, à l'époque,
travaillait. Et c'est vous, pendant 2 ans et demi, qui êtes resté à la maison pour garder votre fils. Quel genre de rapport on crée avec son fils quand on est aussi près de lui à la jeune enfance? Bien, je pense que ce que ça fait, c'est que ça crée une dynamique très étroite. Quand, par exemple, tu es toujours au quotidien, puis bon, vous avez vu, l'éducation est importante, donc la vulgarisation des choses pour mon fils, mais ça a été quelque chose, une de mes préoccupations. Et donc, je lui montrais tout le temps des choses, peu importe si je pensais qu'il pouvait comprendre ou pas. Je me disais, bien, je lui donne. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bien, tant pis. Puis, ça fait aussi donc les liens quand il y avait des problèmes de santé, parce qu'il faisait beaucoup d'otites puis tout ça. Bien, c'est vers moi qu'il venait. Puis bon, bien, tu sais, aussi, il y avait... quand il fallait baisser sa température, ben, c'est moi qui disais, ben là, si c'est pas moi qui te donnais un bain d'eau tiède, ça va être à l'hôpital. Mais ma conjointe n'était pas capable de vivre ça à cette époque-là. C'était, ah non, le petit, lui, il pensait que c'était quasiment une punition, puis il disait, je vais être gentil, je vais être gentil. Fait qu'elle n'était pas capable de subir ça, mais moi, j'avais, bon, il faut le faire. Fait que c'est comme ça. Mais ces liens-là qui ont été créés dès la jeune enfance, est-ce que ça continue aujourd'hui? Est-ce que ça a resté l'attachement comme entre le père et le fils? Oui, oui. Puis ben, maintenant, lui, il est aussi devenu père. Je pense que là, il comprend même davantage. C'est sûr qu'il y a une période là, du temps qui était au cégep, puis tout ça, que c'est plus les amis qui sont importants, puis tout ça. Mais là, il retourne pas retourne, mais il en vient à une nouvelle réalité, celle de parents. Puis là, je pense qu'il peut voir le lien qu'on a eu ensemble. Au même moment où vous étiez directeur général, président de Radio-Québec, vous siégiez également sur le conseil d'administration de l'hôpital de Ville-Marie, qui était à ce moment-là en tutelle. En fait, c'est après. Quand, dans la même période, donc, moi, j'avais été nommé par le gouvernement pour être président régional à Radio-Québec. Et il y a eu, je m'occupais, parce qu'il y a eu une transition. C'est passé d'un centre hospitalier à un centre de santé. Et il y avait 5 usagers qui devaient être nommés. Et moi, j'étais comme, je m'occupais de la promotion de ces 5 usagers-là qui avaient comme plateforme politique de défendre les demandes de la population. Et ça a fait comme tout un chiard, excusez l'expression, mais ça a fait que les gens, bon, c'est des communistes, c'était des bulletins paroissiaux, là, c'était toute la pagaille, et puis il y avait comme peut-être en bas de 100 personnes qui allaient voter. Là, il y en a eu comme 1200, puis Ville-Marie, il y a 3000 personnes, là. Fait que c'est sûr que c'était un petit peu plus grand que Ville-Marie, parce que c'était le centre de santé de la région. Mais ça a fait la tutelle. Il y a eu une confrontation. Éventuellement, c'était 6-6, puis il ne pouvait plus fonctionner. Fait qu'il y a eu une tutelle. Il y a des gens qui ont démissionné. Et puis moi, j'ai été nommé dans cette vague-là. Et là, les gens ont réalisé que c'était pas si grave là, d'avoir quelqu'un qui voulait défendre le point de vue de la population. C'était juste... normal. Voilà, alors, si vous permettez, on va prendre une pause et on continue notre discussion tout de suite après. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. On est de retour à Entretien pour continuer notre discussion avec André Raymond. Monsieur Raymond, juste avant la pause, on parlait de votre implication au niveau du conseil d'administration à l'hôpital Ville-Marie, et vous me disiez que vous étiez sur un comité. Ça
pas fait l'unanimité et vous avez même perdu presque des amitiés à ce moment-là. Oui, mais c'est pas par rapport au centre de santé, c'était vraiment par rapport à Radio-Québec régional. Il y avait un groupe de travailleurs qui se disait syndicat des travailleurs en communication et qui cherchait à s'implanter à Radio-Québec, mais il y avait déjà un syndicat, donc c'était légalement impossible. Et il aurait voulu une reconnaissance qu'on n'a pas faite. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'eux autres, ils travaillaient plus en film, donc les coûts de production étaient très élevés. Et nous, notre mandat, c'était vraiment de faire le plus d'émissions pour répondre aux besoins des gens. Puis il y en avait beaucoup de sujets qu'on nous suggérait dans la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça a créé un froid avec des gens du regroupement populaire dont j'étais président et éventuellement, j'ai eu à décider avec quel organisme je me sentais le plus à l'aise par rapport à mes convictions puis par rapport à mes valeurs. Et donc, c'est ça, j'ai laissé le regroupement populaire puis j'ai priorisé Radio-Québec. Mais les gens, eux, ne comprenaient pas ma démarche. Eux autres, c'était tu devrais favoriser la région, mais tu peux pas, là, légalement. Moi, je suis un représentant d'un organisme gouvernemental. Donc, on ne peut pas juste supplanter le syndicat local puis national. Puis, ouais. Alors, donc, c'est ça qui a créé un froid. 2001, vous décidez de venir vous établir dans la région de l'Outaouais. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Abitibi, du Témiscamingue, s'installer ici en Outaouais. Dans le cas d'André Raymond, qu'est-ce qui vous a amené chez nous? Bien, j'avais ma deuxième conjointe. On a vécu peut-être 5 ans au Témiscamingue. Et puis, elle est tombée grand-mère avec un petit-fils qu'elle souhaitait voir grandir. Donc, elle a dit, moi, je me retourne en Outaouais. Elle avait d'ailleurs une maison ici qu'elle avait laissée à son fils. Et donc, j'avais à suivre ou pas, fait que j'ai suivi. Puis, c'était quand même aussi assez facile parce que j'avais déjà 2 frères et une sœur à Gatineau. Donc, c'est ça qui a fait que je suis arrivé dans la région. Est-ce que vous connaissiez, vous aviez déjà de la famille ici, mais la région de l'Outaouais, quand vous vous y êtes installé pour de bon, comment vous avez trouvé la mentalité ici? Est-ce qu'il y a eu une espèce de choc de culture, comme plusieurs personnes nous en parlent quand on vient s'installer ici? Bien, personnellement, c'est quelque chose que j'appréhendais. Est-ce que je vais m'adapter au rythme de la ville quand tu prends ton café dehors puis tu as des grands espaces, là, des champs, des forêts autour de toi? C'était mon environnement. Mais ce que j'ai constaté, c'est que finalement, c'est un grand village. Puis quand je vais travailler, peu importe, avant j'étais à Gatineau et je venais travailler à Buckingham quand je suis arrivé, mais je passais toujours à travers les champs, puisque l'autoroute passe là. Puis l'environnement et la nature est toujours très près, fait que ça a été beaucoup moins traumatisant que je devais figurer. En fait, je n'ai pas trouvé que c'était traumatisant. Vous disiez que vous veniez travailler à Buckingham. Vous avez remplacé à la maison de Chantal Courchaine, la directrice générale de la maison de la famille pendant son congé de maternité. Oui. Quel contact vous avez eu justement avec les gens, les usagers de la maison de la famille? Bien, c'est ça. Comme directeur, bien, moi, j'ai eu à vivre des contacts. Entre autres, la maison de la famille, comme encore aujourd'hui, s'occupe des paniers de Noël puis tout ça, prendre des inscriptions. Donc, puis les parents qui venaient faire des rencontres avec les animatrices pour développer leur habileté parentale. Donc, je les voyais. Et ce contact-là, je trouvais ça intéressant parce que les autres organismes où j'ai travaillé, j'avais le contact avec mes employés surtout et très peu avec la clientèle. Donc, ça, j'ai beaucoup apprécié. Et après mon année, bien, c'est là que j'ai décidé de continuer à chercher dans le milieu communautaire. Justement, le goût de travailler dans le communautaire, mais vous avez aussi rencontré quelqu'un qui allait changer votre vie, votre conjointe actuelle. C'est à la maison de la famille que vous l'avez rencontrée. Oui, effectivement. C'est arrivé comme ça. Pendant la première année où j'étais là, souvent dans les parties de Noël, je me disais « Ah, c'était une femme de même que j'aimerais rencontrer. » Mais pour moi, c'était
inaccessible. Elle avait déjà un conjoint, 2 enfants. Donc, j'ai mis ça de côté. Puis, éventuellement, à la fin, bien, c'est de se questionner quelle sorte de lien on veut maintenir après. Et c'est sûr que ça s'est développé. Donc, on rencontre une conjointe, vous êtes heureux maintenant avec votre nouvelle conjointe, mais aussi, et vous le disiez tantôt, le goût de travailler dans le communautaire. C'est suite à votre passage avec la Maison de la famille Effectivement. que vous avez fait le choix de chercher activement dans le milieu communautaire. C'est Entraide Deuil de l'Outaouais qui est venu vous chercher. D'abord, est-ce que vous connaissiez déjà cet organisme-là? Non, je ne connaissais pas l'organisme. Et malgré que j'ai eu plusieurs deuils, c'est pas ce qui m'a amené à Entraide Deuil. C'était vraiment la motivation principale, c'était d'être avec les gens, mais aussi une dimension que je n'avais pas encore explorée dans mes emplois antérieurs, c'était de travailler avec des bénévoles. Et là, j'ai pu vivre cette nouvelle réalité-là et voir comment ça pouvait être stimulant de travailler avec des gens de cœur, des gens qui ont vraiment le goût d'entraider, le goût de l'entraide, pardon. Et donc, ça, c'est vraiment un plus. Aussi, prendre des inscriptions, parler avec les gens, ça, c'était une dimension que je n'avais pas vue dans l'emploi et que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie encore. Oui, parce qu'actuellement, il faut préciser que vous êtes le seul employé payé permanent par Entraide Deuil Outaouais. Les gens qui sont là sont des bénévoles, des formations, et vous misez beaucoup parce qu'on ne peut pas s'improviser à aidant si on n'a pas de formation. Et vous avez implanté des formations, on dit holistique maintenant. Oui. Un mot qui peut faire peur un peu parce que ça sonne un peu peut-être un nouveau monde ésotérique, exactement. C'est quoi exactement holistique? En fait, ça n'a rien de sorcier. Ça veut dire de s'occuper de la totalité de la personne. Donc, avant, on était peut-être plus orienté vers le côté intellectuel puis émotif. Maintenant, on veut intégrer l'ensemble des différentes composantes d'une personne, donc des différents niveaux de conscience. L'émotivité, oui. Et le côté intellectuel, le côté physique, s'occuper de comment la personne est, l'environnement et tout ça. Puis le côté spirituel de ce qui se passe dans nos démarches de deuil. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et Entraide Deuil Outaouais est devenu une espèce de modèle. On vient chercher votre formation maintenant, des gens d'Ottawa, des gens un peu partout, même au Québec, qui viennent acheter la formation qui a été mise en place par... Oui, bien, c'est arrivé parce que nous, on a une formation de 35 heures qu'on donne à nos bénévoles, puis qui sont toujours issus de nos groupes d'entraide. Et puis, bon, mais les gens disaient, bien, j'aimerais ça intégrer le groupe d'entraide, la formation du groupe d'entraide. Mais pour nous, on a travaillé fort à rendre cette matière plus holistique. Et le conseil d'administration a dit, bien là, s'ils participent comme à la formation, puis comme on remet le manuel de guide d'animation, bien là, on lui donne tout cuit dans le bec. Ils n'ont pas eu à travailler rien. Fait que c'est là qu'on a décidé de vendre le guide et accessoirement de les intégrer à nos formations. Puis là, comme tu disais, on l'a vendu au Centre Gig d'Ottawa, puis au Centre de service Gig, puis aussi un autre organisme de la région de Sudbury. Qui travaille avec les outils que vous avez mis en place. Notre programme. On se souvient que l'an dernier, vous êtes venu nous présenter un document que vous veniez tout juste de sortir, qui était tout chaud des presses, et qui s'adressait pas nécessairement à quelqu'un qui vit un deuil, mais à quelqu'un qui s'apprête à vivre un deuil. Parce que souvent, l'appréhension, ça peut être encore peut-être pire ou faire plus peur que le deuil lui-même. Oui, fait que on avait eu des gens qui avaient tenté de participer à des groupes d'entraide, mais que la personne n'était pas encore décédée. Fait que là, tu dis, bien, nous, c'est des groupes suite au décès. Fait que là, les personnes trouvaient des subterfuges du genre, bien, écoute, j'ai perdu un cousin, finalement, il y a 3 ans, puis bon... Mais on sentait que leur préoccupation, c'est qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de perdre un parent, puis j'ai pas d'outils. Fait que c'est à partir de là qu'on a décidé de faire de la recherche pour trouver qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les aider. Et que là, on a constaté qu'il y avait très, très peu de choses pour accompagner les personnes qui vont survivre à l'être cher.
il y a beaucoup de documents et de recherches qui sont faites pour comment accompagner quelqu'un qui va mourir, mais comme Entraide Deuil, nous, on s'occupe des groupes d'entraide. Donc, c'est les personnes qui vont survivre qui nous préoccupent, et c'est celles-là qu'on a voulu aider. Et comme directeur, vous tenez, M. Raymond, à faire quand même certaines animations. Pourquoi c'est important pour vous d'être là près des gens, d'être en contact avec les gens endeuillés? Bien, c'est sûr que comme directeur, c'est peut-être pas la meilleure utilisation de mon temps parce que j'ai plein d'autres choses à faire, mais je tiens à en faire quand même des animations, ne serait-ce que pour pouvoir voir comment notre matériel peut être appliqué là, in situ. Et donc, ça, j'ai trouvé que c'était un plus. Puis j'aime aussi partager avec les gens, essayer de les aider, leur donner confiance en eux, parce que, dans le fond, le deuil leur appartient, il ne nous appartient pas. Et vous me disiez que régulièrement, vous faites des formations pour des nouveaux bénévoles, une douzaine cette année, là, dans les jours qui viennent. Et pourquoi les gens ont ce besoin de s'impliquer et de peut-être redonner, parce qu'on sait, et vous l'avez dit, ce sont des gens qui ont déjà suivi la formation et qui vont redonner? Je te dirais que la principale motivation de départ, c'est justement, j'ai beaucoup reçu, je veux redonner. Mais après, quand tu as pu voir concrètement que tu as pu faire la différence dans la vie d'une personne qui dit « Merci, tu m'as beaucoup aidé », c'est toute une paye, ça. Et puis, donc, les gens, c'est ça qui fait qu'ils restent, parce que sinon, après un certain temps, ils diraient « Bien, OK, j'ai déjà donné, puis bon, je m'en vais ». Ça peut arriver aussi, là, mais je te dirais qu'on a plusieurs bénévoles, ça fait plusieurs années qu'ils sont avec nous. Et en terminant, bon an, mal an, vous avez à peu près combien de groupes là, dans la région de l'Outaouais? À peu près de groupes, peut-être 8 à 12, 13. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens là, qui vont se ressourcer, qui vont aller chercher de l'aide suite à un deuil. André Raymond, écoutez, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Ça a été très agréable de découvrir un petit peu votre partage. Merci de continuer à vous impliquer auprès des gens. On sait que vous êtes impliqué un petit peu partout là, dans la communauté ici. Alors, on se revoit bientôt. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Passez une bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission Entretien.